Bonjour, donc je suis le professeur Joachim Alexandre, je suis cardiologue et professeur de pharmacologie au CHU Caen en Normandie en France, et je vais donc vous parler de fibrillation auriculaire et cancer. Donc, voici mes liens d'intérêt. Donc déjà, juste pour resituer le contexte, quand on parle fibrillation auriculaire et cancer et des particularités de ces patients avec cancer et fibrillation auriculaire, on veut sous-entendre qu'on parle bien de patients avec cancer actif, qui ont un contexte donc, de cancer en cours de traitement, avec des médicaments éventuellement pouvant faciliter ou même causer de la fibrillation auriculaire, et donc il va falloir se poser la question un petit peu du pronostic oncologique. Et bien sûr, ce sont ces patients-là, avec cancer actif, qui ont des particularités en cas de FA, alors que les patients avec un antécédent de cancer, comme un cancer de prostate par exemple, qui a été opéré il y a quelques années, le plus souvent vont être considérés comme la population générale, donc ne vont pas avoir de particularité. Donc là, je veux bien parler de patients avec cancer actif. Donc, qu'est-ce qu'il faut avoir à l'esprit quand on a un patient avec un cancer actif qui fait de la fibrillation auriculaire? Quels sont on va dire, les acteurs qui ont pu amener à cet épisode de fibrillation auriculaire? Il y a d'abord, bien sûr, le cancer, donc, sur lequel je vais insister sur les diapositives suivantes. Il y a des choses ensuite plus classiques qui sont aussi similaires avec la population générale, qui sont l'âge et la présence de facteurs de risque cardiovasculaire ou de cardiopathie. Et enfin, ce qui va avec le cancer actif, il peut y avoir la présence de médicaments anticancéreux qui eux-mêmes peuvent impacter le risque de faire de l'AFA pour un patient qui a un cancer. Donc d'abord, je vais commencer par le cancer. Donc le cancer, tous les papiers sont unanimes, hein, quand on a un cancer actif, indépendamment des paramètres classiques, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'un homme, d'une femme, de l'âge, est-ce que peu importe l'ethnie, qu'il y ait ou pas déjà des maladies cardiovasculaires, si on rajoute la notion de cancer actif, le risque de fibrillation auriculaire augmente. Donc là, c'était une étude sur des patients avec cancer du sein, hein, sur la partie gauche de l'écran. On voyait que le hasard ratio était de 1,6. Donc il y avait un sur-risque de faire de la fibrillation auriculaire chez les patientes qui avaient un cancer du sein versus celles qui n'en avaient pas. Ensuite, ce qu'on commence à connaître et qu'on ne connaît encore pas complètement, c'est que ce sur-risque, il n'est probablement pas homogène en fonction de la localisation et du type de cancer. Et ça, donc c'était un très beau papier, hein, c'était le même papier, où on se rend compte que finalement, quand on regarde après les différents types de cancers, eh bien, a priori, les hémopathies, les cancers digestifs, les cancers pulmonaires seraient associés à un risque plus important de développer de la fibrillation auriculaire que d'autres cancers, comme par exemple que le cancer thyroïdien. Ensuite, toujours sur ce cancer, en fait, la sévérité de ce cancer, son étendue locale et son extension à distance, donc la présence de métastases, aussi influencent le risque de cancer. Et donc, comme vous voyez ici sur la partie supérieure de la figure, donc du bas, plus le cancer est étendu localement, plus le risque de faire de la fibrillation auriculaire augmente. Et plus le cancer est étendu à distance, donc plus il y a de métastases, plus le risque de faire la fibrillation auriculaire augmente. Donc vraiment, le cancer joue un rôle vraiment très prépondérant. Ensuite, je vais passer beaucoup plus vite sur des notions qui sont classiques par rapport à la population générale, qui sont l'âge et les facteurs de risque cardiovasculaire ou les cardiopathies. Et donc, comme dans la population générale, plus le patient est âgé, plus il présente de l'hypertension, du diabète ou par exemple de l'insuffisance cardiaque, plus son risque de faire de la fibrillation auriculaire augmente. Et ça, ce n'est pas propre à un patient qui a un cancer actif. Par contre, le dernier élément qui lui est propre aux patients avec cancer actif, c'est la présence d'anticancéreux ou de thérapeutiques au sens large, hein, comme la radiothérapie par exemple, mais je vais plus insister sur les anticancéreux qui eux-mêmes peuvent engendrer de la fibrillation auriculaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore pas très bien connu, puisque dans les essais oncologiques, il n'y a pas de surveillance cardiologique systématique et encore moins de surveillance du rythme cardiaque pour détecter de la fibrillation auriculaire. Donc c'est avant tout des données observationnelles et les bases de pharmacovigilance qui peuvent nous renseigner sur ces médicaments. Et donc là, on avait regardé, il y a 3 ans déjà maintenant, presque 3 ans, donc dans la base internationale de pharmacovigilance, quels médicaments anticancéreux étaient associés à des surdéclarations de fibrillation auriculaire. Donc on avait étudié tous les médicaments anticancéreux, il en était ressorti une liste, donc je ne vais peut-être pas tout détailler, de médicaments qui avaient, ici ce sont des odds ratios, qui avaient un risque augmenté, donc il y avait une association significative avec le fait d'avoir des déclarations de fibrillation auriculaire. Qu'est-ce qui leur sort comme message essentiel? Eh bien, c'est que le médicament, et ça c'est déjà bien connu grâce aux essais hématologiques, c'est que le médicament le plus associé
aux déclarations de fibrillation auriculaire dans la base internationale de la pharmacovigilance, c'est l'ibrutinib, avec un odds ratio de quasiment 9. Et vous voyez qu'ensuite, on a différents médicaments avec différents mécanismes d'action, dont certains ont des odds ratios quand même significatifs, au-delà de 2. D'autres ont des odds ratios plus limites, qu'il faut probablement prendre avec plus de pincettes, puisque ça veut peut-être dire qu'il y aurait des facteurs confondants qu'on ne maîtrise pas dans cette base de pharmacovigilance qui, eux-mêmes, pourraient venir expliquer cette association avec la fibrillation auriculaire. Mais le message est que certains médicaments, dont les inhibiteurs de BTK au premier plan, vont eux-mêmes directement causer un surrisque de fibrillation auriculaire. La fibrillation auriculaire, c'est fréquent, c'est quelque chose de fréquent chez les patients avec cancer actif. Quand on regarde, là c'était aux États-Unis, il me semble, les motifs cardiovasculaires de consultation aux urgences, eh bien, on se rend compte que le troisième motif, c'est la fibrillation auriculaire, qui est en gros 10% des motifs cardiovasculaires des patients qui ont un cancer actif et qui se présentent aux urgences. Ensuite, est-ce que c'est grave? Eh bien oui, tous les papiers sont unanimes pour dire que qu'on parle de cancer du sein ou d'un autre contexte, quand on fait de la fibrillation auriculaire, et surtout quand c'est un premier épisode qui survient après le diagnostic de cancer actif, et non pas la récidive d'un épisode de FA qui était déjà connu avant le cancer, eh bien, ces premiers épisodes de FA survenant après cancer actif sont associés à la mortalité cardiovasculaire, voire à la mortalité de toute cause, comme c'est le cas ici dans cette cohorte de patientes traitées pour un cancer du sein par anthracycline et par inhibiteur de CDK4/6, où vous voyez très bien que la courbe en rouge, quand on présente de la fibrillation auriculaire, eh bien, la probabilité de survie, la survie totale, est nettement moins bonne, avec un hazard ratio ajusté de quasiment 6, alors même que la population n'est pas une population à haut risque cardiovasculaire, parce qu'on a des patients qui ne sont pas très âgés, et vous voyez en bas, qui ne présentent pas beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaire. Donc on a vraiment envie de penser que le poids de ce premier épisode de FA est vraiment ce qui explique cette association avec la mortalité. Ensuite, dans la gestion, ça va être assez simple. La gestion, en fait, c'est assez calqué par rapport à la population générale, même si on manque de données. Donc, globalement, on va céder, entre autres, des scores habituels et du Chadvask en particulier, avec une anticoagulation qui paraît certaine à partir d'un score à 2 pour les hommes et 3 pour les femmes. En dessous de ces scores-là, on se pose la question un peu plus que dans la population générale, puisqu'on a peur du risque hémorragique. Il va ne pas falloir prendre que le score Chadvask, mais un tas d'autres paramètres très spécifiques aux patients avec cancer que je vous laisserai détailler. Et en l'absence de contre-indication, on va plutôt préférer un AOD plutôt anti-10A en première intention par rapport aux AVK et aux HBPM. Je vous rappelle par contre que les scores Chadvask et ASBLED pour le versant hémorragique n'ont jamais été validés chez les patients avec cancer. Et d'ailleurs, il y a même des questions sur la validité de ces scores, et en particulier chez les scores Chadvask intermédiaires. Autrement dit, les scores Chadvask élevés, c'est-à-dire à partir de 2 pour les hommes et 3 pour les femmes, finalement, qu'il y ait ou pas cancer, de toute façon, indépendamment du cancer, d'un point de vue cardiovasculaire, on a un risque embolique et donc on a envie d'anticoaguler. À l'inverse, un score Chadvask très, très bas, 0 pour les hommes, 1 pour les femmes, et bien finalement, probablement que le fait d'avoir un cancer, la courbe rouge ici, n'expose pas un réel surrisque d'embolie artérielle. La question se pose vraiment pour les scores intermédiaires, où peut-être que, indépendamment du cancer, le risque n'est pas majeur, mais que peut-être le cancer actif, là, lui, viendrait augmenter significativement ce risque. C'est quelque chose qui commence à émerger, mais qui n'est pas encore connu, et peut-être qui serait propre à certains cancers. Peut-être que, par exemple, les cancers du poumon seraient en particulier plus à risque embolique que d'autres cancers. Mais ça, c'est encore quelque chose qui est encore à creuser pour les années à venir. Ensuite, est-ce que je dois faire une stratégie de contrôle du rythme ou de la fréquence? On n'a pas de données détaillées chez ces patients-là. On a quand même plutôt tendance à préférer une stratégie de contrôle de la fréquence et avec des bêta-bloquants. Pourquoi? Puisque les stratégies de contrôle du rythme par les antiarythmiques ou de fréquence par les calciques ou la digoxine exposent à des risques d'interaction médicamenteuse avec les anticancéreux. Et donc, ça devient très délicat, sachant qu'en plus, les patients avec cancer vont souvent changer plusieurs fois dans l'année de traitement anticancéreux, alors que vous allez peut-être voir le patient qu'une fois par an. Et donc, vous n'avez peut-être pas maîtrisé ce risque d'interaction. Donc, spontanément, on fait plutôt une stratégie de contrôle de la fréquence avec bêta-bloquants. Les stratégies de contrôle du rythme sont plutôt réservées chez les patients qui restent symptomatiques ou qui ont de l'insuffisance cardiaque. Et dans ce cas-là, on peut envisager toutes les options, y compris une ablation en fonction du pronostic oncologique. L'autre élément, c'est que dans la quasi-totalité des cas, il n'y aura pas besoin d'arrêter l'anticancéreux, même si on pense que cet anticancéreux a causé la FA. Puisque l'arrêt de cet anticancéreux pourrait exposer à un risque que la maladie oncologique ne flambe. Et donc, raison pour laquelle, le plus souvent, on n'arrête pas l'anticancéreux. Enfin, dernière diapositive,
Vraiment, pensez bien aux interactions médicamenteuses. Il y avait un beau papier fait par l'AHA qui résume tout ça. On peut faire un cocktail assez explosif en mélangeant nos anticoagulants, nos antiarythmiques ou les calciques bradycardisants avec les anticancéreux. Donc attention, attention, attention. Le message, c'est que le plus souvent, le plus simple, sauf les patients très symptomatiques, le plus simple, ça va être une stratégie de contrôle de la fréquence avec les bêta-bloquants qui n'exposent pas au risque d'interaction, à l'inverse des calciques bradycardisants et de la digoxine, qu'il faut, à mon avis, proscrire chez les patients avec cancer actif. Et si on doit anticoaguler, plutôt, en l'absence de contre-indication, plutôt avec un anti-10A, un AOD anti-10A. En conclusion, donc, les patients avec cancer actif sont à risque augmenté de faire de la fibrillation auriculaire. Même si ce risque, si cette fibrillation auriculaire a été causée par un anticancéreux, le plus souvent, on n'aura pas besoin d'arrêter cet anticancéreux pour gérer l'AFA, d'autant plus qu'il pourrait y avoir un risque sur le pronostic oncologique. Si on doit anticoaguler, on va plutôt utiliser des AOD anti-10A. On va se servir des scores de risque habituels, Chadvas, Casbled, mais attention, ils ne sont pas strictement validés dans la population atteinte de cancer actif. Et donc, il faudra quand même regarder d'autres paramètres en plus de ces scores, comme la localisation du cancer, est-ce que c'est un site digestif, les plaquettes, la fonction rénale, etc. On va plutôt, d'un point de vue rythmique, préférer une stratégie de contrôle de la fréquence avec des bêta-bloquants parce que les autres molécules exposent un risque d'interaction médicamenteuse. Et tout ce que je vous ai dit là concerne bien sûr les patients avec cancer actif et pas les patients avec un antécédent de cancer, qui le plus souvent sont à considérer comme la population générale. Voilà, je vous remercie. Je m'excuse de ne pas avoir pu être avec vous en présentiel. Je devais venir, mais suite à un souci personnel de dernière minute, j'ai dû annuler mon